Something's brewing at D&D. Wow! Al Pacino! It's not Al anymore. It's Dunk. Dunkachino? Don't mind if I do. What's my name? Dunkachino. It's a whole new game. Dunkachino. You want creamy goodness? I'm your friend. Say hello to my chocolate blend. Attica, hoo-ah, lucky light. This whole trial is out of sight. They pull me back in with hazelnut too. Caramel swirl, I know it was you. Everyone wants my Dunkachino. Can't get enough of my Dunkachino. Kids from 7 to 17 lining up for my Dunkachino. What's my name? Dunkachino. Ah, Dunkachino. And boom, there you have it. It's actually 32 seconds, so I gotta lose 2 seconds. Maybe you can tell me what part you would lose, but I think we are getting there. Burn this. I'm sorry? This must never be seen by anyone. If you didn't like all those close-ups, we can. No, this is not the final cut. There's no doubt we can. All copies. Destroy them. You want me to play it again? Has anybody seen this? Nobody has seen this. They have to be found and talked to. All right. To be honest, I showed my wife. No She good. couldn't believe. No good. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 24. Cette semaine, l'émission Performance, Craquage mentaux et Judaïsme. Des frères Safdie à Léonard Cohen, tous les élastiques craquent, y compris ceux des membres de la rédaction de En attendant Godard. Et à ceux qui nous disent combien ils nous aiment, nous répond tout simplement, offrez-nous d'abord de l'or et des diadèmes, et nous vous croirons quand nous les aurons essayé. Un joli saphir, c'est mieux que le plus romantique des aveux. Et oui, vous êtes bien En attendant Godard, l'émission de cinéma quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous parlerons du nouveau film des frères Safdie, Josh et Benny Safdie, donc Uncut Gems, disponible depuis 2 semaines sur Netflix. Et après, nous parlerons d'un documentaire sur Leonard Cohen, sur sa tournée 1972, Bird on the Wire, qui est repassé récemment sur Arte. Et donc pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a carrément Floret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Maîtresse Carla, bonsoir Carla. Ciao Ciccioni. Et il y a aussi Justine, bonsoir Justine. Salut. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment le plus enthousiaste et l'homme le plus en forme cette semaine, c'est Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Qui va peut-être nous quitter avant la fin de cette émission, je sais pas. Il va probablement tomber sur sa table de mix. Ça va aller ? Impeccable. Il ne peut même plus parler. Donc, avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas, donc, cette semaine à Rennes, ce soir, c'est la fin du festival Travelling et vous aurez le plaisir et la joie de voir à Cinémaniacs, donc le dernier film du festival, à 20h15, 20h30. C'est Un homme perdu de Daniel Arbid, film de 2007. Qui a l'air assez chouette. J'ai été assisté à sa masterclass animée par Air Force One Flo Clay et Nicolas Thévenin de la revue Réplique et aussi de cette émission pour Air One. Donc samedi dernier, c'est vrai que son cinéma a l'air tout à fait intéressant. Donc allez voir Un homme perdu, ça a l'air hyper chouette. Ce sera sûrement complet, mais c'est pas comme toutes les séances auxquelles tu as voulu aller. Voilà, c'est ça. Ouais, J'ai rien vu du tout. Oui, il paraît que vous êtes fait jeter dehors comme des merdes à la cérémonie. Non mais vous n'étiez pas sur les listes. Mais n'importe quoi. À toutes les séances où vous allez, de toute façon, ça fait jeter comme des merdes. C'est clair, pareil. Moi, j'ai rien pu voir. Voilà. Sérieusement. Remboursé. Ouais, c'est scandaleux, franchement. Ouais. Heureusement que demande d'accréditation refusée, la totale. Heureusement que je ne comptais ne rien payer parce que sinon j'aurais vraiment été énervé. Ouais. Sinon demain au tambour, donc dernière des mi-semestres avant les vacances universitaires de la semaine prochaine, soirée Mieux vaut être seul. 3 petits points. Avec à 18h le Feel Good Movie de Maurice Pialat, Nous ne vieillirons pas ensemble, avec Jean-Yann et Marie Jobert. Spécial Saint-Valentin. C'est une très belle sélection. Et à 20h30,
pareil, bel esprit de Saint-Valentin, le bel Antonio de Mauro Bolognini, On sent qu'il y a JB derrière. avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardinale. Magnifique. Magnifique. Ouais, super film. Très très grand film. On ne fera pas d'émission en direct la semaine prochaine. Nous allons prendre une semaine de pause, évidemment pas méritée. Mais donc, il y a quelques sorties dans les 2 prochaines semaines, 2 notamment, qui vont nous intéresser pendant 15 jours. Car notre ami Clint Eastwood sort un nouveau film, le cas Richard Jewell. Donc, c'est le Eastwood annuel. Début d'année. Voilà, exactement, de début d'année. J'ai très très hâte. Je pense que je vais avoir beaucoup d'émotions. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Je dis ça sans aucun autorisme. non, du tout. Ni aucune subjectivité Pas du tout, déplacée. Pas du tout. Sinon, il y a un nouveau film aussi qui nous intéressera, c'est Lettre à Franco de Alejandro Amenábar. Là aussi, ça a l'air hyper chouette. Donc ça fait un gros programme pour dans 2 semaines. Sinon, il y a une comédie avec Franck Dubosc, 10 jours sans maman. Sans transition. Sans transition, du tout. aucune. 10 jours sans maman. Oui. C'est du Ouais. bosque annuel, quoi. Aussi. Ouais. Ah non, il en fait plus Et le qu'un petit par Bosc, an. le Enfin, Comme triannuel. Clint, hein. Triannuel. il en fait, ouais, c'est ça. Même moi, mon enthousiasme est assez restreint pour celui-là. C'est-à-dire que J'ai vu l'affiche, je me suis dit, ouais, il y a encore du boulot parce que tu vois, genre, Franck Dubosc débordé avec plein de gamins parce que maman est pas là, quoi. voilà, c'est les Donc mêmes forcément, comédies qu'il y a 20 ans. il sait pas faire, quoi. Voilà, il sait Voilà. pas faire, forcément, quoi. Parce que, voilà, quand maman est pas là pour s'occuper des enfants. Les hommes sont débordés. Les hommes, ils sont des grosses merdes. Voilà, exactement. Donc, c'est bien. Donc, je pense qu'on est vraiment, voilà, dans un film J'entends sa MeToo, voix à la con dans ma tête. Ouais, mais qui moi je résonne. préfère Dubosc quand il fait des trucs un peu. Non, mais je pense que ça peu débile. va être un bon film sur la charge mentale, je pense. Ouais. Mais je le rattraperai probablement. Mais... Bref, sinon il y a aussi 2 autres films qui pourront nous intéresser. C'est le nouveau film de Todd Haynes, Dark Waters, sur le scandale de la firme Dupont aux États-Unis, dont les usines polluaient un peu tous les bleds autour. C'est avec Mark Ruffalo. C'est hein, ça, qui a pris à peu près 20 kilos. Mais surtout, Pour le rôle, C'est acteur surtout studio. un film de Todd Haynes. Exactement. Et C'est sinon. même une commande de Mark Ruffalo. Quel acteur engagé. Quel modèle. Bah, il était très bien dans Spotlight. Ah oui, Mark Ruffalo est dans Zodiac. Il est toujours très bien, y compris quand il fait des merdes. Hein, Même quand il fait Hulk, il est bien. Ouais, voilà. C'est ceux qui s'en sortent le mieux. Sinon, il y a un western qui va nous intéresser, que moi je suis assez curieux de voir, de David Perrault, qui s'appelle L'État sauvage, qui passe d'ailleurs en avant-première au TNB ce jeudi, qui avait déjà réalisé un film il y a 4 ans qui s'appelait Nos héros sont morts ce soir sur des catcheurs français dans les années 50, et c'était très très chouette. Et David Perrault est un réalisateur et un mec assez intéressant qui avant écrivait pour DVD Classique notamment, donc un assez grand cinéphile, et voir L'État sauvage, moi je trouve que ça promet. Carla. Et on peut peut-être rappeler, vu qu'on ne sera pas la semaine prochaine, que dimanche Je vais y venir, mais vous faites 1er bien. mars, Dimanche 1er mars, on effectivement, passe le meilleur film du monde dans le cadre des films du dimanche avec soir, le mec le plus cool du monde. avec nos camarades du cinéma est mort, et donc c'est La Grande Évasion de John Sturgis avec Steve McQueen. Carla n'en peut plus de se contenir. Moi qui pensais que ça allait être le procès de Jeanne d'Arc de Dreyer. C'est tout aussi bien. Je suis un peu déçu. C'est une autre forme de cool. C'est un bon film du dimanche soir. Aussi, voilà, mais plus sur Arte. Ouais, ou sur France 3, quoi. Ouais, voilà, sur les thémas. Voilà. Mais donc, Sur les voilà. Saint-Valentin. Voilà, La Grande Évasion, donc le 1er mars, on a très hâte de voir ça. La séance, comme le film est quand même assez long, il fait 2h54 bien tapé, la séance sera à 20h30 au lieu de 20h15. On vous attend bien évidemment nombreuses et nombreux. Carla, t'es contente de le voir ? Je suis super heureuse. D'ailleurs, j'ai intérêt à avoir une super place, super bien placée. Il n'y a, Parce y a pas de placement. ça faisait longtemps que je c'est un voulais le placement voir grand écran. C'est pas mal. Ouais. Donc voilà, ça va être super chouette. On va passer à la session critique de cette émission, sauf si vous avez d'autres news, pardon. Non. Que dalle. Donc on va aller du côté de la crasse de New York et de l'univers des frères Safdie, où bien sûr ce qui prime c'est l'amour toujours. Vous êtes toujours dans Magnifique. En attendant Godard sur Syllab, et c'était Gigi D'Agostino Astral. avec L'amour toujours. Hein. Et après, on m'emmerde quand je passe la musique de Six Underground, mais ça, c'est pas mieux. Hein. Et donc, pourquoi cette musique L'amour toujours de Gigi D'Agostino, donc un des maîtres de ce genre, de ce sous-genre musical merveilleux et décrié qu'est l'Italo Disco, car c'est la chanson Magnifique. du générique de fin de Uncut Gems de Josh et Benny Safdie, donc leur nouveau long métrage disponible depuis 2 semaines sur Netflix avec Adam Sandler, et qui est précédé d'une hype quand même assez énorme depuis qu'il a été montré dans différents festivals, notamment aux États-Unis depuis l'automne. Et donc Josh et Benny Safdie, ce sont 2 réalisateurs, là c'est leur 5e long métrage, des réalisateurs dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, notamment à l'occasion de leurs 2 derniers, donc Even
Knows What, traduit en français par Mad Love in New York, qui est normal, en 2014, et Good Time en 2017, film avec Robert Pattinson qui signe un peu, on dirait une sorte de vraiment reconnaissance beaucoup plus internationale à la fois par la presse et par les spectateurs. Et donc là, ce nouveau long métrage était d'ailleurs plus ou moins attendu par leurs fans, en tout cas par ceux qui suivent leur cinéma, notamment parce qu'il tournait donc avec une grosse star de la comédie américaine qui est Adam Sandler, qui moi est un acteur que j'ai toujours apprécié, mais dont certains choix, en tout cas certains films ont pu désarçonner les tenants du bon goût, parce que donc Adam Sandler c'est un comédien qui est quand même beaucoup connu pour son amour du pipi caca, ce qui est toujours une belle chose, hein, notamment grâce à ce chef-d'œuvre, le dernier grand chef-d'œuvre du XXe siècle qui était Little Nicky, ou alors You Don't Mess With the Zohan, Jack and Jill qu'on a pu entendre en pré-générique de cette émission, ou alors That's My Boy avec Andy Samberg et James Caan qui jouent un curé, et c'était super bien. Et... non mais moi je te fais confiance, hein, parce que moi je ne connais pas très bien la partie caca de James Caan, mais qui a aussi un autre versant un peu plus auteur, puisqu'il avait notamment joué dans le Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson au début des années 2000, donc qui est un réalisateur assez décrié pour une qualité parfois un peu faible de ses films, notamment dans les films qu'il a fait avec Netflix, même si moi j'aime bien, mais c'est vraiment son côté vraiment très très ras du cul, quoi. Et là donc il se retrouve dans un nouveau rôle, on va dire dramatique, rôle sérieux entre guillemets, dans le nouveau film des frères Safdie, où donc il joue un bijoutier juif à New York qui aime bien faire des magouilles, qui aime bien faire un peu n'importe quoi et faire un peu son petit mariole. Et un jour, il a réussi à commander par FedEx une opale précieuse venue tout droit d'Afrique, donc un truc qu'il espère pouvoir revendre à une vente aux enchères $1 million. Sauf que comme il se démerde quand même très très mal et qu'il est un peu maladroit, il va l'apprêter à un basketteur qui est... KG, Kevin Garnett, la légende. Que je connaissais pas non plus. Donc Kevin Garnett, et donc là, bien évidemment, patatras de patatras, ça va aller de mal en pis, de Caraïbes en Scylla, comme on dit, parce que d'autant que par-dessus se met son beau-frère, je crois, Arnaud, interprété par Eric Bogossian, que tu es très content de revoir, Eric Bogossian, qu'on avait pu voir notamment dans Talk Radio de Oliver Stone, mais aussi et surtout dans Piège à grande vitesse avec Steven Seagal, où il jouait le méchant, où il se faisait démonter les bras. Et moi, j'étais hyper content parce que j'aime bien Piège à grande vitesse quand même. Et donc, comment tu peux revenir à Piège à grande vitesse en parlant des frères Safdie? Quel est le lien? C'est la magie du cinéma. Le mouvement. C'est ça, c'est le flux. C'est le flux. Ouais. Exactement. Mais on en parlera après. Parce que... On en parlera après de flux et de tout ça. Donc, les frères Safdie, comme je disais, on les connaissait pour leur long métrage qui était assez sous influence à la fois du cinéma de Martin Scorsese, de Abel Ferrara beaucoup, voire de John Cassavetes sur un peu un New York des bas-fonds, un New York crade avec on va dire une manière de mettre en scène qui semblait être prise sur le vif, où on suivait souvent des personnages un peu désaxés, des paumés, voire des tocards, en tout cas des personnages qui, moi, je trouve souvent, dans la manière dont ils sont représentés, dans la manière dont ils agissent, sont souvent antipathiques, ce qui, moi, est un peu la limite, la gêne que j'ai avec leur cinéma, parce que je n'arrive jamais à avoir aucune accroche émotionnelle avec leurs personnages, et d'autant qu'ils se mettent eux-mêmes tout le temps dans la merde, ce qui fait qu'en fait, j'arrive pas du tout à accrocher à leur motivation ou à leur envie de s'en sortir en faisant encore plus de la merde. Et c'est encore le cas, moi, je trouve, avec le perso de Adam Sandler dans le film, parce que finalement, s'il est dans la merde perpétuellement, c'est parce qu'il cherche la merde, quoi. Ouais, mais moi, c'est que j'ai bien aimé. Justement, j'arrive pas à lui trouver d'excuses et mais c'est un échappatoire. Mais je pense que c'est parce que le film repose beaucoup sur sa forme, en fait. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, au début du film, j'ai eu beaucoup de mal parce que je pensais forcément au film de Cassavetes, de Scorsese, et j'avais l'impression qu'ils essayaient de se caler un peu sur ce cinéma-là, pas de le copier, mais en tout cas de s'en inspirer. Un truc très cinéphile. Oui, voilà, mais qui peut être aussi... Enfin, je veux dire, il ne faut pas cracher là-dessus non plus. Je pense qu'il faut aussi honorer un peu ces cinéastes-là. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le font plutôt bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Mais c'est vrai qu'en fait, beaucoup de choses dans ce film reposent sur sa forme, que ce soit les acteurs qui sont quand même géniaux, il y a une corporalité dans le film, que ce soit dans la mise en scène aussi, l'écriture aussi est intéressante, mais je trouve qu'il y a un gros travail de direction d'acteurs, et je trouve extrêmement intéressant ce côté que tu décris, Thomas, qui est finalement presque immoral, en fait, des personnages, où finalement on les regarde progresser comme ça, se déplacer, ce personnage-là d'Adam Sanders qui passe constamment des
des portes, se fait enfermer, enferme. Des portes qui restent fermées la plupart du temps. Il y a un mouvement, un flux comme ça, perpétuel dans le film, où finalement on ne peut être que témoin de sa connerie, en fait, parce que vraiment, il est con, ce type. Enfin, tu le vois montrer cette pierre et tu dis, mec, la montre pas, tu sais très bien que ça va mal tourner. Gogol, ouais. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, c'est être spectatrice de ce mouvement perpétuel du personnage pour finalement, à la fin du film, se prendre un énorme stop, quoi. Et là, je me suis dit, oh là là, il est vraiment bien, ce film. Justine. Non, mais je rejoins tout à fait Carla sur le fait qu'en fait la forme du film, c'est vraiment sa force. Moi, j'ai trouvé ça incroyable à quel point ils ont réussi à mettre en place un cycle. Genre, le film commence et termine dans un trou de balle, quand même. C'est incroyable. Et dans ce cercle-là, on a toutes à la fois des forces centrifuges, parce que du coup, Sandler, son personnage Howard, s'échappe totalement, tout lui échappe, la vie autour de lui échappe, et centripète parce qu'il est toujours relié à quelque chose. Et genre, ces actions-là, cette violence-là, en fait, je trouve ça que c'était vraiment genre génial pour moi. Et c'est toute la matrice de leur cinéma aussi. Leurs 5 premiers films, en comptant celui-ci, leurs longs métrages sont vraiment à ce niveau-là d'un cinéma d'action, en fait, où tout se passe. C'est exactement ça. Et moi, je trouve ça incroyable parce que là, je trouvais qu'on avait, quand Sandler est enfermé dans sa bijouterie, on avait ces plans qui nous rappellent un peu l'après-midi de chien de Lumet. Et je trouvais ça génial. Et pour moi, c'est plus que... J'ai pas envie de dire que ce sont des copieurs parce qu'ils ont instauré quand même une vraie grammaire qui leur est propre. On sait quand on voit un film des Safdie. Et je trouve ça, incroyable. Mais pareil, c'est une grammaire qui peut être repris à d'autres cinéastes un peu plus vieux, un peu comme Tony Scott, ou avec ce genre de mise en scène vachement basé sur la 3D, en vachement plus lisible, mais en plus hystérique aussi, je trouve, à la fois par le jeu des acteurs qui font plus des caisses, ça gueule tout le temps. Il y a un côté très Ferrara, le mix sonore en plus entre la musique, entre les bruits de fond et entre les paroles des personnages, c'est quasiment mis au même niveau. Moi, c'est un truc qui me fatigue, quoi. Et dès le début, et c'est un peu le problème que j'ai avec aussi les autres films que j'ai vus, j'arrive jamais à rentrer dedans par la forme et par la manière dont parlent les personnages. C'est un truc qui me fatigue et qui ne m'intéresse pas, et j'arrive jamais à accrocher à leur film. Ça me passe totalement c'est au-dessus. Marrant, c'est quand même vachement curieux pour quelqu'un qui aime Michael Bay. Oui, mais justement parce que Michael Bay, il fait des scènes d'action, il fait pas des scènes de dialogue ou de psychologie. Mais moi, je trouve que l'action est là tout le temps, et d'ailleurs elle s'arrête presque jamais, en tout cas qu'à la fin, à un moment, je vais pas spoiler, mais donc pour moi c'est vraiment, je l'ai marqué en énorme flux, quoi. Enfin, c'est vraiment le flux, le film, le flux de l'action, quoi. J'ai trouvé que le film était hyper tendu, quoi. C'est-à-dire, mais en fait pour moi c'est vraiment la prolongation. Ennuyeux. Moi c'est la prolongation de Good Time, quoi. C'est-à-dire que pour moi il y avait déjà ça dans Good Time. Moi, c'est-à-dire l'impression que tu mets une pièce et en fait ça y est, c'est parti, quoi. Et ça dure pendant 2h15, et pendant 2h15 t'es avec ce gars et moi je trouve qu'Adam Sandler, par contre, moi je veux dire, en 30 secondes j'y ai cru à son personnage. Et puis ce qui est très intéressant dans le film, c'est ces objets qui sont constamment manipulés, et tout ce qui est aussi il véhicule en fait ces notions de flux d'argent, de cette pierre aussi qui passe d'une main à une autre. Et d'ailleurs cette pierre, elle est vraiment intéressante aussi parce que c'est comme un objet indéterminé. On sait pas ce que les gens projettent dessus, ce que nous-mêmes en tant que spectateurs, c'est vrai qu'on est témoin de ça. On le capte très vite comme un objet indéterminé. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de se dire, on va prendre le parti de mettre le spectateur en tant que témoin, c'est ça. Le truc, c'est qu'on sait pas ce qu'elle vaut, en fait, en vrai. Ça, mais ça se trouve, elle vaut rien, absolument rien. Mais c'est ça le truc, ça se trouve, c'est de la camelote, ça se trouve, ça vaut super cher. C'est-à-dire comme tout le monde, comme tous les personnages, et notamment donc le personnage principal se mesure en fait à l'aune de ce que ça vaut, de ce que ça va leur apporter, de comment ils vont pouvoir arranger leur bidon en fonction, parce que c'est ça le truc, c'est que c'est toujours des espèces de coups à 3 bandes, mais qui foirent lamentablement, en fait, quoi. Mais pour moi, on est complètement dans la logique After Hours Fargo, quoi. C'est-à-dire la logique du pire. C'est-à-dire que les personnages, quoi, ils sont dans un univers où ils sont complètement coincés par le cadrage, par la mise en scène, mais ils sont coincés, ils tournent en rond, quoi. Je veux dire, ils peuvent que s'enfoncer, quoi. Ils peuvent que. Et c'est pour ça que d'ailleurs, alors moi, par contre, je reconnais la scène finale. Moi, j'ai jamais, moi qui en ai rien à foutre du basket, mais qu'on ai rien à foutre, vraiment d'une force. Du sport de manière générale. Du sport de manière générale et du basket en particulier. Et écoute, moi, franchement, cette scène-là, moi, j'ai regardé ça hier soir. Moi, j'étais devant ma téloche et moi, je suivais vraiment le match qui est en train de se passer. Et j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Moi, j'étais dedans. Moi aussi, j'étais vachement dedans. Et d'ailleurs, ça a été un choc. Tu le savais en fait qu'après que les Celtics, ils ont niqué les Sixers 4-3. Ouais, mais toi, tu le savais, toi. Voilà. Alors, du coup.
Moi, je rejoins. En même temps, je rejoins tout ce que vous venez de dire, notamment sur la gestion des miroirs, sur la gestion des portes, sur ce que tu dis, Carla, sur ce flux et le stop qui se prend à la fin. En effet, c'est très intéressant. Et pourtant, le film m'a déçu. Alors, je suis un grand admirateur de Good Time et de Mad Love in New York. Ah oui, alors je vous invite à réécouter les 2 émissions qu'on avait fait dessus. Il y en avait partout. Hein, oui, mais surtout, notamment Good Time, qui m'avait hyper impressionné. J'avais été ému. Enfin, il m'avait procuré beaucoup d'émotions. Et pourtant, ici... alors, les qualités, bien entendu, les motifs répétés sont très intéressants. La gestion aussi des fluos qui m'interpellent. Je trouve qu'ils maîtrisent hyper bien les fluos. Les scènes de nuit sont très très belles. L'orange fluo dans la boîte de nuit. Et je trouve pourtant que ce film-là manque de radicalité par rapport à Good Time. Si on doit faire une échelle en fait dans la filmographie des Safdie. Oui. Voilà, il manque. Il est plus produit. Hein. C'est Scorsese qui est derrière. Et ça se sent. Et ça m'a. Alors, ça m'a déçu en fait. Le film se tient, peut-être un peu long. Moi j'ai trouvé l'ouverture avec ses mains, enfin pas l'ouverture, la post-ouverture, pas l'ouverture en Afrique, mais après où les mains se serrent, machin, pim pam poum, de l'argent qui passe, machin, je trouve ça mortel. Et pourtant, voilà, j'ai trouvé le truc. Alors c'est peut-être les productions Netflix qui font ça, mais lisse en fait. Et les Safdie nous ont tellement habitués à aller dans l'anti-carte postale qu'en fait ici tu as la carte postale de cette bijouterie et ça c'est new-yorkaise. Netflix je crois qui tend comme ça. Les Safdie m'ont habitué à tellement pas ça que ça m'a un peu déçu. Gal. Pour information, ce n'est pas une production Netflix. Ça a été racheté par Netflix. Racheté par Netflix et distribué en Europe par Netflix, mais c'est juste ça, c'est le distributeur. Ouais, c'est à 24 encore. Oui, c'est ça, c'est à 24. Ouais, à 24. Mais il lisse un peu quand même. À 24, c'est la nouvelle boîte de prod indé trop cool qui produit les films de Robert Eggers, de Harry Astor. Je trouve quand même que, comme tu disais, il gère très bien, en tout cas, la mise en scène de ces corps en fait dans l'espace et des couleurs aussi. C'est vrai que les scènes de nuit. Le montage son aussi, la gestion des sons un petit peu expérimentaux, ça, il travaille ça de manière. Musique de Daniel Lopatin, notre ami Daniel Lopatin. Après, moi, je trouve qu'en termes de rythme, le film fait 2h15 et moi, franchement, moi, je me suis pas là, moi, je me suis pas. Moi, j'ai bien regardé la montre. Moi, je me suis pas emmerdé du tout. Moi, j'étais assez vite dedans quand même dans cette histoire. Je me suis assez vite emmerdé justement. Toute la scène avec la pièce de théâtre, avec sa fille, avec les mecs. Moi, je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment bien. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment le film d'action, mais pas le blockbuster. Non, voilà, c'est ça. Où vraiment, tu sens qu'il y a des enjeux, tu les vois, tu sais en fait, tu sais de base que ça va mal tourner pour le mec, parce que de toute façon, tu peux que constater en fait que ce qui va arriver, parce que tu sais, en fait, il met tout en place dès le début, et après, c'est comme si tu sais, il lançait une bille, et là, qui vient cogner plusieurs éléments comme ça. Il vit quand même dans cet espoir, mais qui est un truc, je pense, très américain, cette idée qu'il va se refaire, quoi. Cette idée qu'il va rebondir, quoi, parce que voilà, il est au fond du trou, donc il va forcément rebondir. En fait, tout le monde a le droit à une seconde chance. Voilà, et que tout le monde a le droit à une seconde chance. Et en même temps, il peut pas s'empêcher de remiser de l'argent. C'est un mec qui il y a quand même toujours ce truc, moi je trouve, sur le rêve, enfin tu vois, cette espèce d'arrière-plan sur le rêve américain qui est très scorsésien aussi, quoi, je trouve, quoi, et finalement très lumétien, parce que quand même. Je suis désolé, mais comment Adam Sandler, il la joue quand même hyper Pacino, quoi. Moi, je trouve. Enfin, moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais putain, le film pourrait être tourné en 72. Il y aurait Pacino dedans. Moi, j'y coupe pas. Moi, et en même temps, il a la coupe de cheveux un petit peu de Gene Hackman. Ouais, tu vois, voilà. Mais et avec les dents, tout ça. Voilà, les lunettes de Bono. Et puis il y a des bonnes sales gueules, il y a des bons seconds rôles avec des bonnes trognes. Par contre, il y a de la gueule. Ça, c'est voilà. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté running gag de la tragédie, en fait, où tu te dis, mais enfin, tu sais que c'est un drame, en fait. Il est en train de construire une tragédie et avec quand même le personnage est quand même assez comique par son accoutrement, ses gestes, la manière dont il s'adresse aussi, sa connerie en général. Mais en même temps, ce côté, la scène finale, je veux dire, c'est comment dire, c'est prévisible, mais en fait, c'est tellement c'est un choc en fait. Dans le mouvement du film, je trouve que c'est quelque chose qui vient vraiment. J'ai pas vu du tout arriver. Enfin, moi, sans parler de la fin, mais voilà, moi, je sais pas, moi, j'ai pas du tout vu. Justine. Arriver les choses. Mais non, c'est assez juste parce qu'en fait, ce transfuge là, ce déplacement perpétuel, en fait, il est aussi de la comédie à la tragédie. On sait jamais vraiment sur quel pied danser, puisqu'ils arrivent à manipuler Sandler vraiment de façon à ce que il se balade toujours entre le côté hyper comique, hyper des fois très drôle même, et des fois la fin, je veux dire, c'est quand même monumental, cette façon de le propulser comme ça, de faire monter la tension et
bam. Enfin, pour moi, c'est vraiment majestueux et je pense qu'on voit rarement ça, ces espèces de bouillonnements comme je sais pas, une soupe primordiale où il y a tout qui s'accroche, il y a des ondes, il y a trop de choses en fait. Et c'est pour moi, c'est un film vraiment très dense, mais je pense que ça dépend des sensibilités, la façon dont on a de l'accueillir. Je pense vraiment que peut-être la génération passée, je te regarde Thomas, oui, moi, il a peut-être les vieilles personnes, les grosses merdes bourrines. Moi, il a vraiment fallu qu'au début du film, je me dis bon, détache-toi de Cassavetes, tu connais les films, et il va falloir que tu t'en détaches parce que sinon tu pourras pas rentrer dans le film. Non, mais de toute façon, c'est comme Tarantino, c'est du cinéma citationnel. Après, oui, c'est pas grave. Enfin, non, mais c'est pas grave. C'est ce que je disais au début. Fait. Je veux dire, c'est aussi, je pense, le rôle des cinéastes de, je veux dire, honorer leur père, quoi, entre guillemets. Mais je pense et de réinventer aussi. Oui. Ils ont un vrai style, moi je trouve. Et là, pour le coup, on n'est pas dans le réemploi. Je trouve qu'on est dans une manière de réinventer aussi les choses. Et d'ailleurs, ce que je trouve parce que rien ne aussi se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Mais oui, monsieur. Comme dit Antoine de Lavoisier. Mais ce qui est intéressant, c'est ce côté aussi très scorsésien, un peu américain, italien. Bon, là, qui du coup avec les juifs, tu vois, genre le côté. La religion ultra orthodoxe et mon côté immoral à côté en fait. C'est comment est-ce que le personnage finalement est un paradoxe à lui-même en fait dans ce qu'il fait. Moi je trouve qu'il y a une super scène dans le film justement que moi je trouve qu'il y a une scène de creux mais qui est une scène qui est vachement bien, c'est la scène où il va faire Pessa dans sa famille. Peut-être qu'il aurait dû il retrouve son beau-frère donc qui lui veut du mal. Qui lui veut du mal, sauf que là les rapports il veut de l'argent. Les rapports sociaux sont inversés parce que là c'est lui que les gens aiment quoi. C'est-à-dire que c'est son entourage, les gamins l'aiment, son beau-père, enfin voilà. Et du coup le Arnaud qui est si fort à l'extérieur, là tout d'un coup ça devient une petite merde en fait. Et moi j'ai trouvé vachement bien la manière dont les jeux de regard ouais aussi, voilà c'est ça où il dit des choses mais il dit des choses en même temps qu'il dit des choses, enfin voilà mais je pense que et en même temps il n'hésite pas à foutre sa famille dans la merde par la suite, enfin voilà c'est ça le truc quoi. Ça donne un petit peu un côté bancal au film dans le sens où moi j'aurais aimé qu'il prolonge un petit peu cette ambition familiale, cette tragédie familiale. Cette scène de repas en fait elle est hyper importante, très belle, hyper maîtrisée, et en même temps sur les 2h15 du film elle n'est là qu'elle est à la moitié du film vrai. à peu près. L'histoire avec sa femme aussi et voilà en fait peut-être oui, parce qu'évidemment il trompe sa femme avec une pute tout ça. Non, c'est pas une pute. Non, elle travaille sa relation avec sa maîtresse. J'aurais aimé que les relations en fait familiales et intimes aillent un petit peu plus loin que cette espèce de lissage, voilà, on passe par là, voilà, il y a un tel enjeu qui se passe et puis après on enchaîne l'action. Mais peut-être que l'enjeu du film finalement c'est tout pour l'action. C'est tout pour l'action. Après, je sais pas si c'est tout pour l'action, mais en tout cas, moi je pense pas que le personnage d'Adam Sandler soit quelqu'un de con. Je pense que c'est quelqu'un de profondément naïf. Il se fait prendre pour un con. Et il se fait tirer dans les pattes par tout le monde qu'il y a autour. Et du coup, à partir du moment où tu le laisses dans sa cellule familiale, en fait, il se passera rien. C'est la cellule, c'est presque un enfant en fait, le gars quoi, qui a envie de jouer. C'est tout. Donc si tu le laisses là-dedans, il va être dans un truc hyper neutre qui va le protéger. Et en fait, c'est plus sa naïveté qui se heurte à la réalité en fait du monde qui est travaillée, je trouve, dans le film quoi. Pauvre petit chat. Non mais c'est vrai qu'il en prend plein la gueule. C'est vrai qu'il en prend plein la gueule quoi. Il y a vraiment et puis il y a l'histoire de la poisse quoi. Parce que vraiment l'impression que le caillou c'est la poisse. Mais c'est même pas de la poisse quoi, parce qu'en fait le mec il a une bonne idée, il joue un jeu d'argent, il a gagné, mais en fait c'est parce qu'il y a un autre mec qui nique son jeu au passage, qui fait qu'il peut pas garder, enfin qu'il peut pas récupérer du pognon, il rejoue, enfin. En fait il a les bonnes idées à chaque fois, il est juste fou, t'as l'impression, parce qu'il est tellement naïf qu'il paraît fou. Mais au final, à chaque fois, il a les bonnes idées. Mais d'ailleurs, c'est vrai mais c'est que des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues tout le temps. Quoi. Mais c'est vrai que la partie où il fond en larmes avec ces deux trucs dans le nez, là, je dis, mais putain, le pauvre. En fait, t'as vraiment une sorte de forme de compassion. Bah oui, enfin, moi, j'avais envie de serrer dans mes bras de lui faire face à toute sa connerie. Enfin, je le redis, mais vraiment, c'est un débile, le type, quoi. Et en même temps, quand tu le vois, t'as envie de dire comme sa femme, qu'est-ce que t'as une gueule de con, quoi. C'est clair. C'est pareil, elle est très bien, cette scène-là, voilà. Par contre, on peut revenir sur. Ouais, mais ça, c'est pareil, la scène de fausse réconciliation, enfin où il veut se réconcilier avec sa femme, je trouve ça beaucoup trop mécanique pour que ça fonctionne parce que c'est beaucoup trop épisodique dans le reste du film. Ça crée un décalage qui est trop fort. Ce mec, en soi, je veux dire. Non, parce qu'il a envie, je pense. Il est sincère dans son truc. Mais par contre, il y a un choix de mise en scène qui me surprend chez les Safdie. C'est ce plan de début et de fin là d'espèce de cosmogénie. Ouais, ça j'avoue que je suis pas sûr d'avoir été totalement convaincu. À la David Fincher qui passe dans des machins en numérique. Michael Mann s'était planté là-dedans dans Hacker, le générique. En gros, c'est un des premiers plans du film où on part du diamant, enfin de l'opale qui est en Afrique. On entre dedans, on voit des belles lumières, machin, et après on sort par un trou de balle lors d'une coloscopie. Voilà, c'est ça. Ouais. Quand tu fais pas Tree of Life, c'est moche en fait. Ouais, enfin même quand tu fais Tree of Life, c'est moche quoi. De toute façon, en général, c'est des fausses bonnes idées, des trucs de petits kékés
branleur, quoi. Et c'est moi qui ai des trucs qui m'énervent. Moi, ça m'a surpris, en fait. Je suis putain, mais pourquoi ils font ça? Mais c'est moche. C'est vrai que ça sert pas à grand C'est chose. surprenant. Ben oui, ouais. Et j'étais là, je suis putain, c'est des réals qui maîtrisent la photographie. Mais c'est les New-Yorkais, tu sais. Mais pour une fois, ils ont un budget effets spéciaux. Non, mais il y a un côté très années 2000 en fait. Mais même avant, même années 80, c'est vraiment, il travaille cette fibre un peu. Le titrage entouré à la Star Wars. La musique électronique, les espèces de synthés. Très Tangerine Dream. Ouais. Mais ça fonctionne bien. Moi, je trouve que ça fonctionne. Faut rentrer dedans, je pense. Faut réussir à rentrer dedans. Mais une fois que t'es rentré, je pense qu'après, tu décroches plus, quoi. Puis quand tu rentres pas pendant le film. C'est dommage. Je pense qu'il faut que tu le revoies. Non, je pense que je ne le reverrai jamais. Je pense que je vais arrêter là avec les films de faire ça. Il va revoir le dernier Michael Bay plutôt. Ouais, ou alors Anthony Scott, je pourrais revoir Domino. Là, je verrai des belles scènes de dialogue. Par contre, ça fait plaisir de voir Adam Sandler, qui est un acteur décrié en France. Qui est vachement bien. Qui est décrié partout, basiquement, parce qu'il fait... Mais il a quand même fait quelques excellents films. J'en ai un en coup de cœur pour plus tard. C'est une très bonne comédie. Mais là, il est impeccable. De toute façon, les Safdie sont connus pour être des directeurs d'acteurs de porc. Et ça marche toujours bien. Impeccable. À propos de porc, d'ailleurs, c'est marrant, parce que le rôle qui à la base était prévu pour... C'était pour Jonah Hill. Ouais, c'est pour Jonah Hill, ce petit patapouf, là. Et non, mais grossophobe. Mais c'est vrai que par contre, ils avaient le projet avec Sandler il y a depuis au moins 3 ou 4 ans, et c'était annoncé vraiment comme une comédie. Donc visiblement, ça a un peu dévié. Oui, c'est un peu dévié. C'est un peu dévié vers un truc un peu plus noir, on va dire. Mais c'est vrai que c'est marrant qu'ils aient voulu engager un mec comme Jonah Hill aussi, qui fait souvent la passerelle entre des rôles plus dramatiques, comme chez Bennett Miller ou bien chez Martin Scorsese, et des grosses comédies pipi caca. Et puis qu'elle a volubilité. Aussi, mais il est trop jeune, c'est pas possible, ça aurait été un miscast. Il est trop jeune, Jonah Hill, pour ça. Écoute, Hollywood peut tout faire. C'est vrai. Maintenant, on fait du de-aging avec De Niro. C'est pas Hollywood, c'est du film indépendant new-yorkais. C'est Hollywood aussi, c'est pareil. Le cinéma indépendant américain n'existe pas, par la trauma, tu sais très bien. Donc voilà, à moins que vous ayez des choses à rajouter sur le film Les Frères Safdie, Josh et Benny, donc Uncut Gems, disponible depuis 2 semaines sur Netflix. Ce bienfaiteur de l'humanité américaine. Malheureusement. Ouais. Donc on va s'arrêter là, mais on va continuer dans le judaïsme, mais dans un style beaucoup plus posé et légèrement plus dépressif avec Leonard Cohen. Donc tout de suite, pour se mettre en jambe, Bird on the Wire. Like a bird. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Leonard Cohen avec Bird on the Wire. Et de Bird on the Wire, il va en être question donc avec le documentaire Bird on a Wire. Donc documentaire qui date originellement de 1974, réalisé par Tony Palmer, qui avait proposé à Leonard Cohen, qui à l'époque n'était pas au mieux de sa forme dans sa carrière discographique, puisque ses albums ne se vendaient pas et il prenait beaucoup de LSD, ce qui arrive à des gens très bien par ailleurs, donc de suivre sa tournée européenne et qui devait se conclure en Israël. Et donc Leonard Cohen était moyennement chaud, puis finalement il a accepté parce qu'il pensait que ça aurait été un bon objet promotionnel pour aller booster un petit peu ses ventes et ses concerts. Et donc Tony Palmer filme toute la tournée, toutes les backstage et les concerts. Donc c'est l'époque où Leonard Cohen quand même a quelques gros tubes encore à son actif. Il y a notamment Suzanne ou bien The Partisan. Mais donc au vu du résultat, Leonard Cohen et son entourage sont pas très très chauds des choses qu'on voit dedans. Donc il décide de remonter le film en l'expurgeant de tous les trucs qui les dérangent. Et apparemment c'était pas mal de choses, et on comprend un petit peu la vision du documentaire. Et donc le film après disparaît, mais les négatifs sont retrouvés par Tony Palmer à la fin des années 2000, et donc il décide en 2010 de remonter le film. Donc ce n'est pas le film original de 1974, c'est un remontage de Tony Palmer d'après ses propres rushs, et qui donc était ressorti en salle en 2010 et qui est repassé récemment sur Arte, ce qui nous permet de replonger à la fois dans la musique de Leonard Cohen, son œuvre à l'époque, et dans ce sous-genre merveilleux qui est celui du film musical. Et le film a été souvent comparé, en tout cas souvent dit que c'était le Don't Look Back de Leonard Cohen, donc Don't Look Back, documentaire de D.A. Pennebaker sur la tournée 64 de Dylan en Angleterre, un genre de chef-d'œuvre du film musical, mais qui était assez particulier parce que Dylan était quelqu'un qui très vite a été très conscient des effets de la caméra et de l'image qu'il pouvait renvoyer, et il jouait constamment justement avec la caméra de Pennebaker en se mettant lui-même en scène, en forgeant son personnage, on va dire un peu sarcastique et assez désagréable, avec à peu près
tout le monde. Mais ça, pour ça, je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait sur Bob Dylan au mois de juin de l'année dernière. Mais là, sur le film sur Cohen est assez différent parce que la personnalité de Cohen est aussi très différente de celle de Dylan. Surtout à l'époque Cohen, donc, comme je disais, qui est un chanteur canadien qui a eu beaucoup de succès au début de sa carrière. Là, c'est la période où plus rien ne se vend. Il est en dépression assez chronique, en tout cas c'est assez visible dans le documentaire. Il a l'air totalement perdu et les choses pour le coup qu'on le voit dans le documentaire en dehors des scènes de live qui sont assez merveilleuses parce qu'on voit tous les accidents de concert entre les merdes de sono. Il y a Cohen qui se barre de concert parce qu'il le sent pas et donc il arrête le concert comme ça. Tu vois que tout le fait chier. Il y a c'est plus que ça, c'est la dernière, il est complètement épuisé. Il y a des bastons dans le public, il s'engueule avec les mecs de la sécu et il y a tous les à côté dans les backstage dont certains sont quand même assez merveilleux. On découvre donc Cohen dans sa vie de tous les jours, comment est-ce qu'il s'engueule avec ses producteurs, comment est-ce qu'il se fait draguer par ses groupies. Est-ce que c'est avant ou après qu'il se fasse ruiner par son producteur C'était à peu près au même moment, parce que justement à un moment il en parle pendant un concert, juste avant de jouer donc Suzanne. Il dit qu'à l'époque où il a signé son contrat pour la chanson, le mec l'a baisé et il ne peut toucher aucun revenu sur son plus gros succès. C'est qu'il avait quand même... Ce que je ne savais pas, moi, qu'il s'est volé sa chanson. Ce qui avait, je pense, un peu contribué à son spleen. Et il le dit, mais bon, en même temps, faire de l'argent sur une aussi belle chanson, ça serait pas moral. Donc il se rattrape comme il peut, mais je trouve qu'on a vraiment des choses intéressantes sur le Cohen de l'époque. Je veux dire, sur le monde, la musique ricaine et sur les genres des gros barnums, des grosses tournées qui étaient organisées à partir de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 80, donc à peu près le moment où la musique populaire américaine, on va dire, commence un peu à partir en sucette dans son organisation. Oui, alors le film est alors un poil trop long. Il tourne un petit peu en rond sur la fin, mais il a l'immense mérite en fait de plonger vraiment au cœur du backstage, et c'est ça vraiment le plus intéressant, c'est de voir comment à l'époque en 72, alors c'est sûr qu'on n'est pas sur l'avion d'Iron Maiden avec non. Ou les tournées de Led Zepp en avion aussi. Voilà, là c'est fait de briques et de broc, limite pour une superstar comme Leonard Cohen, c'est assez surprenant de voir ça. Et en fait le film vaut finalement par l'immense maladresse qui convoque, la maladresse autant de Cohen, parce qu'il est dépressif. Alors il faut savoir que durant la tournée 72, là en fait, donc le live en Israël, le concert en Israël, il est complètement sous LSD, et pendant toute la tournée du concert, il était à bloc de Quaalude et de Xanax. En fait, il était constamment sous cacheton, donc ça peut... Tu sens qu'il a l'air un peu ailleurs. Hein. Ouais, là, il est un petit peu dans les vapes, mais voilà, il y a une fragilité en fait, autant chez ce bonhomme. De toute façon, là, c'est une fragilité qu'il a chantée et qu'il va chanter tout au long de sa carrière. Jusqu'à hélas sa mort, et en même temps il y a une fragilité totalement matérielle. Tu le disais, la scène de la sono, c'est incroyable de voir un truc, il y a plus de, le son est dégueulasse, bon ben voilà, c'est comme ça. Putain, Leonard Cohen quand même, quoi, de voir qu'ils peuvent pas mettre la guitare dans tel avion machin, enfin c'est assez hallucinant. Et le film en fait ne convoque qu'une faiblesse que Leonard Cohen va par ailleurs travailler et chanter. Donc en fait c'est ça, il y a une espèce de mise en abîme qui énerve tout le projet. Donc ça c'est assez séduisant, et ça fait plaisir aussi d'écouter des chansons de Leonard Cohen qui sont intégralement en live pour le coup. Voilà, elles sont pas coupées, et sont très très douces, et elles sont enrobées avec un montage qui est très très très, très doux, avec beaucoup de surimpression entre lui et ses choristes. Voilà, donc la chose est plutôt agréable à regarder, peut-être moins pas pertinente que Don't Look Back si on pouvait faire un comparatif, parce que Don't Look Back vaut par rapport à la force du personnage de Dylan qui est un gros con, et ça nous fait bien, et ça fait bien rire en fait, parce qu'il a envie de se montrer comme un gros con. Voilà. Ici Cohen il subit un peu plus les choses, et c'est ça qui est intéressant. C'est un timide Cohen, tu vois bien quoi, que c'est un mec qui sait pas, il y a des tas de moments tu te demandes, tu vois bien que dans ses yeux qui se demandent qu'est-ce que je fous là quoi. Pourquoi est-ce que ces gens, pourquoi il y a des gens à la porte qui veulent absolument que je leur signe un enfin, ça lui sent, il y a une espèce de vanité par laquelle il est séduit en partie, mais dont il est absolument pas. Enfin, moi j'ai trouvé que Leonard, moi je trouve qu'il est formidable là-dedans. Moi je trouve qu'il est super beau déjà. Très touchant. Il est hyper.
Enfin, tu vois, Il y a une scène hyper cinégénique, même défoncé et tout. La scène quand il parle sur avec scène, la groupie, la scène avec la groupie qui lui fait les yeux, qui lui jette des regards, mais putain, elle est à l'agachon, c'est un truc voilà. mais qui est incroyable. Ah là là, mais de sensualité, non, mais et lui, dingue, ce genre de, cette scène-là bon, est je sais dingue. pas, peut-être, bon, Non, mais si vous voulez, cette bon bah plus cette tard. scène-là est dingue, cette scène-là est incroyable, parce qu'en plus elle sait que la caméra est là. Donc il est d'une candeur, lui. Et ouais, et elle en fait elle fait ça très bien. Ah ouais, elle fait ça très bien, la fille. Moi, je dirais, effectivement, va-t'en, vilaine. Va-t'en, vilaine. Tentatrice. Non, mais il y a des. Et alors, c'est ça qui, voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film, c'est que il y a vraiment ce côté. Il est hyper protégé par le groupe de musique autour de lui, tu vois. Il y a pas ce côté justement trou de balle de Dylan, en fait. Tu sens que c'est un mec. Il le dit d'ailleurs, il est assez honnête, moi je trouve, en fait, avec son public, parce que quand il arrive pas, il dit quoi qu'il arrive pas. Et il dit assez franchement à son public quand même. Voilà, moi c'est des chansons que j'ai écrites il y a 15 ans pour des femmes, pour moi, quoi. Et qui n'était pas destiné à être chanté devant des milliers de personnes dans une ville différente tous les soirs, quoi. Et moi, par exemple, quand il parle, moi je trouve qu'il parle vachement bien d'une part, tous les intermèdes de parler, moi je trouve sont déjà super drôles. Enfin, cette espèce de sourire qu'il a sur le visage qui dissimule, qui dissimule la profonde tristesse de ce personnage, mais une tristesse intelligente, tu vois, qui est pas une tristesse dépressive de Schwiner, quoi. C'est pas Nick Cave. Non, mais pareil, non, Nick Cave c'est pas pareil, quoi. Nick Cave c'est un prêcheur. C'est pas pareil, c'est un mec. C'est une forme de solitude, quoi. Voilà, c'est différent. J'aime bien dober son Nick Cave, c'est pas mon gratuit. Non, bah c'est très bien Nick Cave. Non, Leonard Cohen, et moi je trouve qu'il y a justement toute cette faiblesse qu'on voit, dont tu parles, et moi je suis tout à fait d'accord, toute cette faiblesse qu'on voit backstage, et moi je trouve que dès qu'il se met à chanter, je trouve que ça devient, enfin il y a une espèce de force, parce qu'il chante pas fort, tu vois, il joue pas fort, mais mon Dieu, les morceaux, qu'est-ce qu'ils sont bien. Enfin moi je sais que ça m'a, moi j'étais, voilà, pareil, moi j'étais dedans, quoi, aussi, quoi. Mais bon, parce que Leonard Cohen, moi il m'en faut pas beaucoup, quoi, quand même. Après il y a beaucoup de, moi j'adore sa voix, quoi. Dans le montage, il y a très peu de, le film est assez, on va dire, linéaire, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour aller à un alors pas dans les scènes live, il y a quand même c'est comme joyeusement mélangé, hein, ouais, mais disons qu'en fait voilà, le film suit son cheminement. Et en fait, dans le montage, du coup, il reste très... c'est très basique, on va dire ça comme ça. Il y a un effet de montage qui est plutôt intéressant au moment où il y a un cut sur un regard de Cohen qui est très très fort. Mais après, voilà, il va mixer des... donc les surimpressions là, ils sont très très belles, mais il va mixer des images, des photos, du noir et blanc, des images d'archives. Donc voilà, je dis pas que ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Un peu plus didactique. Revues. Voilà, c'est didactique, voilà, c'est exactement ça. Et le film manque de poésie qui énerve toutes les chansons de Cohen et même le personnage de Cohen en lui-même. Donc voilà, je trouve que pareil, le film du coup a du mal à trouver un équilibre sur toute la longueur, quoi. Voilà, ça fait 1h45, c'est peut-être un peu long à la fin, et vu que tu peux pas te marrer en traitant de gros cons comme dans Back, parce que Leonard Cohen ne mérite pas ça, comparé à Dylan. Dis donc, on va se calmer sur Bob. Hein. Donc voilà, le film du coup, voilà, est un petit peu, je trouve qu'il est un petit peu bancal, mais ça n'engage, voilà, ça se mate quand même très très bien, et rien que pour voir un petit peu la puissance en fait de Cohen, voilà, la puissance de sa voix là, avec une simplicité de la musique aussi qui est hallucinante. Mais voilà, après c'est 72, moi je préfère le Cohen un peu plus tardif là, quand il a vraiment sa pure putain de voix de ouf là. Sa grosse voix de fumeur. Ah là, c'est magnifique. George the Future, bien The Man. Ouais, puis même Ten New Songs, là, son avant-dernier album, je crois. Ou l'album qu'il a sorti avant de mourir là. Ouais, son dernier là, son dernier, hein, voilà, une voix de ouf là, c'est magnifique, une voix sépulcrale là. Ah ouais. Donc voilà, je préfère cette période là de Cohen que son côté proto folk singer qui peut être un peu chiant des fois. Donc c'était Bird on a Wire, documentaire sur la tournée 72 de Leonard Cohen, qui est toujours disponible sur la chaîne d'Arte. On va passer au coup de cœur Dr Erwan. Écoutez, coup de cœur, ça sera le film L'amour d'une femme, découvert à Travelling dans une très belle version restaurée. De Jean Grémillon. De Jean Grémillon, dernier film de Jean Grémillon qui date de 53 et qui est un film féministe sur une jeune femme qui devient docteur à l'île d'Ouessant. Donc c'est un film à la fois féministe et qui se passe en Bretagne. Voilà. Donc il est vraiment un film très surprenant avec un discours effectivement sur le travail des femmes, sur l'impossibilité en fait d'avoir une vie de femme en fait quand on travaille et qu'on doit choisir l'une ou l'autre. Enfin voilà, vraiment avec un des rares films que j'ai vu moi qui parle vraiment de la situation des femmes dans les années 50. Voilà. Et de manière on sent assez sincère de la part de Grémillon. Donc vraiment un très très beau film. Voilà.
Carrément Floré. Eh bien, moi je vais revenir sur Uncut Gems, donc ça va être Good Time des frères Safdie, qui est un film... Leur film précédent. Voilà, leur film précédent, que je trouve un film d'une très belle radicalité, avec un Robert Pattinson hallucinant. De toute façon, j'ai toujours kiffé cet acteur. Est-ce que t'es fan de Twilight? Alors, je suis pas fan de Twilight, mais je suis fan de Robert Pattinson et de Kristen Stewart. Voilà. Donc t'es fan de Twilight. Voilà. Je suis allé sur les lieux de tournage de Twilight. Ouais, donc t'es vraiment fan de Twilight. Moralité, t'es fan de Twilight. Voilà. T'es un fan honteux, mais t'es un fan quand même. Alors, la coalition des cheveux longs dans cette émission a toujours eu un problème avec la saga Twilight, parce que je rappelle qu'Erwan aussi est un peu pareil. Alors, moi, je précise que j'ai les cheveux longs et je ne suis pas fan de Twilight. J'ai détesté, j'ai les cheveux longs alors. Mais voilà, c'est Erwan et Thibaut. Good Time, voilà, c'est un film qui est assez vertigineux, donc l'anti-carte postale new-yorkaise. Un film qui n'appartient qu'aux frères Safdie, et ça, c'est le plus important. Et deuxième coup de cœur par rapport à la personnalité d'Adam Sandler, c'est Don't Mess with the Swan, rien que pour vos cheveux en français, qui est très bien. Qui est sur chef-d'œuvre de la comédie américaine, voilà, c'est à hurler de rire bien entendu. Et quand on règle là pareil, grand film sur le milieu juif new-yorkais, hein. Et quand on règle le conflit israélo-palestinien avec Maria Carey, moi je dis c'est banco. C'est banco, exactement. Maîtresse Carla. Alors moi du coup ce sera Uncut Gems, qui m'a vraiment donné envie de découvrir les frères Safdie, parce que c'était le premier film que je découvrais de leur filmographie. Et sinon ce sera une chanson de Rita Pavone qui s'appelle Datemi un martello, donnez-moi un marteau, pour casser la gueule aux gens qui la font chier. Voilà. Donc une reprise de Claude François d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est pour ça, mais oui. Si j'avais un marteau, je frapperai le jour, je frapperai la nuit. Je frapperai les gens. J'y mettrai tout mon cœur. Ça serait le bonheur. Voilà. Merci, docteur. Justine. Alors moi, c'est pour changer de la techno encore. Donc c'est un DJ libanais qui s'appelle Hadi Zeidan et que j'ai eu l'occasion de voir au Transmusical de Rennes lors de la dernière édition, et qui est repassé pour le festival Travelling à Lubu ce samedi. Et puis deuxième petit coup de cœur pendant que j'y suis, enfin énorme coup de cœur, c'est la série Tchernobyl que j'avais loupé à sa sortie et que j'ai visionné en quelques jours, et c'est formidable. Voilà. C'est pas mal. C'est feel good aussi. Hein. Ouais, c'est tout. Oui, ouais. Là on est bien dans la dépression saisonnière qui s'achève. On continue quoi. Gal. Non, Gal ne peut pas, mais donc c'était la masterclass de Daniel Arbide pendant le dernier festival Travelling, donc animé par Air Force One Flockley. Et pour moi, pour rester dans le film musical, ça sera What's Tax de Mel Stewart en 1973. Ouais. Excellent documentaire. Funky fresh, qui donc prenait le festival de musique noire, le Woodstock noir, comme il disait, organisé au LA Coliseum 7 ans après les émeutes de Watts. Et donc ça alterne à la fois des scènes de concert qui sont monstrueuses. Mais plus Rufus Thomas. C'est putain Funky dans son costume rose et son short rose avec sa cape. Les Staple Singers. Et Isaac Hayes en climax de fin, et qui donc alterne avec des propos des gens du peuple de Watts et de Richard Pryor qui sont pas piqués d'hanneton. C'est le festival de la punchline, des propos misogynes des mecs et des propos révolutionnaires des femmes. C'est un documentaire absolument merveilleux. Donc voilà, on fait une pause. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une mixtape et on se retrouvera en direct dans 2 semaines, donc notamment pour parler de Alejandro Amenábar et n'oubliez pas de venir voir La Grande Évasion. Et voilà, donc venez le 1er mars voir La Grande Évasion à l'Arvor, ça va être tip top. Merci les kids, merci à Gal pour la technique et bon courage, et à ciao les kids. Ciao. Salut.